Ravi de vous retrouver sur Gabon 24 pour cet autre plateau, cet autre parcours de votre émission Le gouvernement s'exprime. Alors l'importance de la communication dans la vie quotidienne ne peut être surestimée. Elle est nécessaire, vous le savez, pour établir des relations émotionnelles et professionnelles significatives, pour former des communautés, pour partager des informations et pour résoudre les conflits. À travers notre vie personnelle ou professionnelle, nous sommes tous amenés à communiquer et à interagir avec autrui. La communication est donc un facteur essentiel à la vie en société. Et au Gabon, ce secteur vit une effervescence inqualifiable pour certains et une sorte de révolution pour d'autres. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les fondements de la communication sont fermés. Chaque jour, les vies des gens sont retouchées, les informations transformées. Bien plus qu'un tribunal sur les réseaux sociaux, on juge sans ménagement. Mais est-ce que communiquer signifie tout dire, tout partager, tout dénoncer, parfois sans vérifier? Comment professionnaliser le secteur de la communication au Gabon? La feuille de route du CTRI, nous allons le savoir grâce à Madame le ministre, Laurence Ndong, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Alors, quand je commençais cette émission, je vous fais un aveu avant de vous dire bonsoir, Madame le ministre. On a dit, on va voir ces deux dames, comment elles se parlent. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24, dont vous êtes la responsable également. Comment allez-vous ? Très bien, Madame la Directrice Générale, Madame Gadibika, même si aujourd'hui notre pays est sinistré suite aux fortes inondations, aux éboulements de terrain, aux glissements de terrain qui ont eu lieu. Nous avons de nombreux compatriotes qui ploient aujourd'hui sous les eaux. Ils voient leurs biens partir. Nous enregistrons un décès d'une ressortissante d'un pays frère et donc c'est un moment difficile pour notre pays, mais la vie continue et donc je veux encore ici exprimer les sincères condoléances du président de la transition, président de la République, le général de brigade Beswater Oligingema, le premier ministre chef du gouvernement de la transition, M. Raymond Donsima, et l'ensemble du gouvernement qui présente donc ses sincères condoléances à la famille éprouvée par ce décès et aussi qui témoigne sa solidarité, notre solidarité et notre soutien à nos compatriotes sinistrés. Le gouvernement suit de près l'évolution de la situation et prend toutes les dispositions pour que nos compatriotes sinistrés soient accompagnés de la meilleure des manières. Et c'est d'ailleurs l'occasion de vous dire merci pour ce rappel très important puisque nous sommes donc au fait de cette actualité que nos équipes sont également déployées pour la suivre pour nos téléspectateurs et perdre une vie, c'est toujours difficile pour des dirigeants et le président se tient donc aux côtés de ses compatriotes. Merci Madame le ministre et je rappelle que vous êtes d'ailleurs porte-parole du gouvernement, c'est à ce titre donc que vous avez parlé au nom de l'équipe dirigée par M. Raymond Donsima sous les hautes instructions du chef de l'État. Alors, quel est l'état des lieux? Si on revenait à votre secteur, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire après votre prise de fonction il y a à peu près on va dire environ plus de 70 jours? Alors, je suis arrivée au ministère des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. J'ai hérité en réalité de 3 cabinets ministériels. Il y avait le ministère de la Communication d'un côté, le ministère de l'Économie numérique de l'autre, et il y avait un ministre délégué à l'économie numérique. Donc, ça fait 3 cabinets ministériels, mais 2 ministères reliés en un. J'ai trouvé une administration sinistrée. Une administration sinistrée, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé des collaborateurs qui travaillaient dans des conditions difficiles. Et mon leadership et mon action à la tête de ce gouvernement, à la tête de ce ministère, mettent en priorité l'homme. Le sens de mon engagement politique, ça a toujours été de mettre l'homme et les valeurs au centre de l'action politique. L'homme doit être le premier bénéficiaire de tout ce que nous faisons. Il est le principal acteur parce qu'on ne peut rien faire sans les hommes, mais il doit aussi être le principal bénéficiaire. Or, pendant longtemps, on a vu que les Gabonais ne bénéficiaient pas suffisamment de la richesse et du bien-être dans leur propre pays. Et cela s'est vu à travers l'administration, à travers l'état de l'administration quand j'arrive. Je trouve des situations où les collaborateurs travaillent dans des conditions difficiles. Et je pars du principe qu'on ne peut pas exiger un rendement efficient si l'on n'a pas placé les collaborateurs dans les conditions de travail adéquates qui leur permettent de fournir ce rendement. J'ai trouvé des locaux qui étaient
pour certains en état de délabrement très avancé. Les compatriotes travaillaient dans de l'insalubrité, il manquait du matériel informatique pour travailler, il manquait le minimum. Donc ça, c'est pour l'environnement de travail. Il y avait des soucis au niveau de leur situation administrative. La plupart de ceux qui étaient là occupaient des fonctions depuis 5, 6, 7, 8, voire 10 ans sans avoir jamais été nommé en Conseil des ministres. L'organigramme du ministère était à 60%. Les postes à 60% étaient vacants. Et on avait des compatriotes qui faisaient le boulot, qui faisaient le travail du directeur, mais sans jamais avoir été nommés. Et le troisième volet du sinistre, c'était les rémunérations. Et donc, dans le premier volet, avec le peu de moyens qu'on a trouvé, parce qu'on a trouvé quand même un budget d'investissement qui était à zéro, un budget de fonctionnement qui était à zéro. Mais nous avons la redevance audiovisuelle et cinématographique, la RAC, qui nous permet une certaine marge de manœuvre. Donc, en m'appuyant sur la RAC, j'ai pu ordonner que des travaux soient refaits dans les bureaux. On a rafraîchi les bureaux, on les a remeublés, on a mis la climatisation là où il fallait et même mieux, nous avons trouvé, grâce à la Poste qui est une entité sous tutelle, nous avons trouvé des locaux supplémentaires pour délocaliser certaines directions. Donc la Direction générale de la promotion de l'économie numérique, la DGPN, qui a 72 agents qui se répartissaient 4 bureaux. S'il vous plaît. 4 bureaux, donc ils étaient obligés de faire les tours. Certains venaient lundi, d'autres venaient mardi, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Un système de turnover dans l'administration. Un système de turnover dans l'administration. Et on Incroyable. se plaint, on dit je ne vois pas mes collaborateurs tous les jours. Mais on ne peut pas parce que certains faisaient du turnover. Donc grâce à la Poste, nous avons pu trouver dans un bâtiment assez de place où nous allons délocaliser toute la Direction générale de la promotion de l'économie numérique. Donc à partir de la mi-décembre, ils vont occuper leurs nouveaux locaux. Nous faisons déménager également la Direction centrale des archives et de la documentation, la DECAD, qui va déménager dans le même bâtiment, qui heureusement pour nous est juste en face de du ministère. Et nous faisons déménager également l'inspection générale. Donc tout ceci va libérer de la place déjà dans l'autre bâtiment pour permettre de mieux déployer nos collaborateurs. Donc ils vont avoir un meilleur espace pour travailler. Nous avons pourvu à des ordinateurs, à des bureaux. On a réaménagé, on a fait les peintures. Au strict minimum. Au strict minimum. Voilà, disons-le. Voilà, pour leur permettre de travailler et d'atteindre les objectifs que nous nous fixons dans ce département ministériel. Et quels sont ces objectifs, si nous entrions dans le vif du sujet? J'arrive dans les objectifs. Donc, mais je tiens quand même à préciser aussi que nous avons régularisé les situations administratives. Nous avons fait nommer à des postes ceux que nous avons trouvés là. Parce que nous n'avons ramené personne. Voilà, vous n'avez pas ramené vos frères, vos sœurs, comme ils se susurrent dans les réseaux sociaux. Nous avons réparé des injustices. Ça veut dire que des compatriotes qui assuraient des fonctions sans jamais avoir été nommés, nous avons pourvu au poste qui était vacant par le personnel que nous avons trouvé. Existant. Et je tiens à préciser que les 2 tiers de mon cabinet est constitué des collaborateurs de mes prédécesseurs ministres. La continuité du service. Très bien. Donc, je les ai tous gardés. Et pour ce qui est des rémunérations, pour finir sur ce volet qui me paraît très important en ressources humaines, dans des entités sous tutelle comme Gabon Première, Radio Gabon, Gabon Culture, nous avions des compatriotes qui étaient payés à 50 000 francs CFA. Par mois. Par mois. Incroyable. Et qui travaillaient du 1er au 30. Donc, qu'avez-vous fait pour eux? J'ai instruit que pour tous ces compatriotes, ils aient déjà des contrats en bonne et due forme et que l'on respecte la législation gabonaise qui établit le salaire minimum d'insertion garantie à 150 000 francs. Donc, à partir de la fin du mois de novembre, ils seront tous payés au minimum à 150 000 francs. Donc, il n'y aura plus personne payé en dessous du SMIC dans les entités sous tutelle du ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. C'est déjà une très belle avancée. Ça, c'est une réalisation en 2 mois. Permettre à mes collaborateurs d'avoir le strict minimum pour travailler. Et quels sont les objectifs qui vous ont été assignés à l'entame de votre arrivée, on va dire à l'entame de votre fonction à ce ministère? Quelle est la feuille de route de Madame Ndong à la communication? Alors, au niveau de la communication, nous avons des enjeux. Au niveau de la communication, l'un des enjeux que nous avons, c'est de faire en sorte que le service de la presse au niveau du Gabon soit amélioré et qu'il y ait une circulation fiable, une circulation de l'information qui est fiable. Et cela passe pour nous par professionnaliser le métier de journaliste, le métier de communicant au Gabon. Comment ça va se passer? Nous avons constaté que depuis un certain nombre d'années, il y a eu les formations en interne
Ceux qui travaillent la communication n'avaient pas accès aux formations internes. L'administration a bloqué les recrutements. Les recrutements au niveau de l'administration étaient bloqués. Les formations en interne étaient bloquées également. Donc, il va falloir à nouveau pouvoir ouvrir les formations pour ceux qui sont en interne. Il y a un autre problème que nous avons constaté, c'est que le métier de journalisme, c'est le métier que tout le monde pense que l'on peut faire pourvu que l'on sache écrire et que l'on sache parler. Alors que être journaliste, c'est un métier, au même titre qu'être médecin. J'ai reçu la presse privée et j'ai vu certains qui m'ont dit je suis passionné de journalisme, je suis journaliste formé sur le tas. Et je leur ai posé la question, j'ai dit, imaginez que nous sommes au ministère de la Santé. Vous avez le ministre de la Santé qui reçoit les personnels de santé et autour de la table, il y a des médecins formés sur le tas. Il y a des médecins par passion. Qui irait se soigner chez un médecin formé sur le tas? Ou un médecin passionné. Ou un médecin passionné. Donc, je dis, il faut à nouveau qu'on revienne, on va toiletter le code de la communication. Nous allons le toiletter, nous allons revenir sur ce code. Mais ce code va définir exactement qu'est-ce qu'on entend par journaliste, qui fait partie de la communication. Parce que dans les métiers de la communication, il n'y a pas que le journalisme. Nous sommes ici sur ce plateau, vous êtes journaliste, mais ceux qui permettent à cette émission d'être diffusée sont des réalisateurs, sont derrière, voilà, ils font partie du métier. Ils font partie du métier. Donc, nous allons toiletter ce code de la communication pour assainir le milieu, parce que quand on ne sait pas qui est journaliste, le journalisme, c'est un métier qui répond à une éthique, à une déontologie. Et donc, il faut avoir été formé à ce métier pour pouvoir respecter l'éthique et la déontologie. Nous parlerons certainement de la liberté d'expression. Mais le président de la République, le président de la transition, il a dit lorsqu'il a reçu la presse que plus aucun journaliste ne devrait avoir peur de faire son métier dans ce pays, pourvu qu'il respecte la déontologie. Et donc, pour ça, il faut qu'on revienne aux fondamentaux du métier. Quels sont-ils, ces fondamentaux? Les fondamentaux, c'est vous qui connaissez. Qui pour répondre? La bonne question. Oui, les fondamentaux, on les connaît. Mais Madame le ministre, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est que, oui, vous avez pris la belle image. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que ce n'est pas un vendeur d'igname qui peut entrer dans une salle d'opération. C'est un chirurgien qui rentre dans une salle d'opération. C'est donc un journaliste formé, pas sur le tas, qui peut restituer, qui peut, s'appuyant sur l'éthique et la déontologie, parvenir à des résultats et informer de façon fiable. Mais, Madame le ministre, on se rend compte que dans ce secteur, il y a plusieurs médias qui évoluent. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on ne les compte plus. Chaque jour, il y en a un qui s'élève. Est-ce qu'il y a à ce niveau des mécanismes qui sont mis, déjà, outre cette rencontre avec la presse, des mécanismes qui sont mis en place pour séparer le mauvais le faux du bon, du vrai? Alors, le code de la communication va pouvoir régler le problème, parce que le code de la communication permettra de bien dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. Déjà, à notre niveau, nous partons du principe qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui est formé. Il faut qu'il ait été formé au métier pour pouvoir prétendre être journaliste. Donc, nous sommes en train de revoir les conditions d'attribution de l'agrément. Il faut qu'on revoie les conditions d'attribution de l'agrément. Et de la carte de presse qui n'existe réellement pas au Gabon depuis un certain nombre d'années pour tous les médias. Cela fait partie des réformes que nous allons mettre en œuvre, parce que pour l'instant, il y a une commission qui siège pour attribuer la carte de presse. Et cette commission, nous allons revoir le travail, parce qu'on peut avoir sa carte de presse, comme quand on veut son passeport, on va le demander quand il est périmé. Donc, pas besoin qu'il y ait forcément une commission qui siège pour attribuer une carte de presse. Donc ça, ce sont des réformes que nous allons faire pour que les journalistes puissent faire leur travail. Mais après tout, lorsqu'on délivre une carte de presse, il faut bien qu'elle donne accès à des avantages. Absolument. Donc, il faut qu'on réfléchisse aussi sur les avantages. Ils existent, c'est dans le code. Que procure la carte de presse. Et pour ceux qui existent déjà, il va falloir faire en sorte qu'ils soient bien appliqués. Et bien assimilés. Bien assimilés et appliqués aux détenteurs de la carte de presse. Donc, absolument. On comprend aisément que cette carte de presse, on ne peut donc pas la donner à tout le monde, pourvu que l'on la demande, pourvu que l'on s'autoproclame journaliste. Et c'est très bien, parce que justement, cette façon de faire conduit à une désinformation
désinformation qui est devenue une norme au Gabon. L'on assiste à des fake news, à des insultes plutôt qu'à des informations. On lit des choses qui sont même pas faciles à répéter ici sur le plateau. Madame, comment, en parlant de cette liberté de la presse, on va mettre des garde-fous pour rappeler que l'on écrit sur l'éthique, on reste sur son éthique et on respecte la déontologie du métier. Comment on fait? Alors, c'est surtout que le métier de journaliste, avec ses façons de faire, est galvaudé. Je me souviens, lorsque nous étions jeunes, quand on voyait un journaliste, on avait de la considération. On le suivait comme une star, juste parce que c'était un journaliste. Le métier avait du poids, comme on dit chez nous. Maintenant, il faut qu'on sache que la liberté d'expression, elle est encadrée. Elle est encadrée. Il y a des lois contre la diffamation. Tout à fait. Notre liberté d'expression s'arrête là où la diffamation commence. Elle s'arrête là où l'injure publique commence. Elle s'arrête là où l'information n'est pas vraie. Alors, lorsque des personnes qui se proclament des médias choisissent comme ligne éditoriale d'être borderline et d'être provocateurs, il faut qu'ils sachent que s'ils estiment avoir le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire, comme ils ont envie de le dire, les autres aussi ont le droit d'ester auprès des instances réglementaires pour le faire, auprès des instances compétentes pour le faire. Et ça aussi, ça fait partie de l'état de droit. Donc, il ne faut pas que quand on est journaliste, on a tenu des propos et lorsqu'on est poursuivi pour les propos qu'on a tenus, on dit qu'on est persécuté. Maintenant, la procédure est encadrée. Parce qu'il y en a qui ont fait des amalgames et qui ont dit oui, mais lorsqu'un certain média, les journalistes ont été retenus dans un endroit, la mise en communication s'est mêlée. Je dis, il faut bien comprendre. Les journalistes ont été retenus dans un endroit qui n'était pas habilité juridiquement à recevoir la plainte. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, si l'on se plaint d'un média, d'un article ou d'un reportage, on va vers la haute autorité de la communication. On ne va pas vers les services de police judiciaire. Non. Et là, cette règle n'avait pas été respectée. Donc, il fallait qu'on revienne à la règle. Mais si les plaignants vont se plaindre à la HAC, la HAC est libre de recevoir la plainte et de la traiter selon ses prérogatives. Absolument. Et à ce moment-là, le ministre ne peut pas interférer parce qu'il y a eu des plaintes déposées contre un média à la HAC. D'accord. Et parlant, essayons d'évoluer dans cette discussion. C'est vrai que c'est passionnant de parler de journalisme. Quand une journaliste retrouve son ministre, on a l'impression que les choses vont être dites. Et justement, parmi ces choses, il y a les arriérés de la main-d'œuvre non permanente, les contractuels là, du service public. Est-ce que vous avez déjà épuisé la question? Est-ce qu'on en est à une piste de solution ou à une réflexion profonde? Alors, pour tout ce qui concerne la rémunération, les évolutions de carrière au niveau de la fonction publique, ça se traite entre le ministère de la fonction publique, le ministère des comptes publics, le ministère de l'économie. Donc, qui prennent en compte les règlements des rappels, etc. Ça, ce n'est pas au niveau sectoriel que ça peut se régler. D'accord. Le cas d'Africain numéro 1, parlons-en. Le tam-tam a résonné au-delà de nos frontières et il a fait la fierté de ce pays, mais au-delà de l'Afrique tout entière. Et ce tam-tam s'est tu. Philippe Maury l'a dit, paix à son âme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut envisager pour cette radio dont les familles jusqu'à ce jour ne sont pas rentrées dans leurs droits légaux? Qu'est-ce qui est prévu, Madame le ministre? Alors, la situation que nous avons trouvée concernant Africa numéro 1, c'est un plan social pour le personnel qui a été évalué il y a déjà, depuis 2013, ce plan social a été évalué à 5 milliards de francs CFA à l'époque. Il a été réévalué en 2019 ou 2020. Sauf que le plan social n'est jamais allé à son terme. Donc, le gouvernement continue de payer des salaires au personnel d'Africa numéro 1 alors que la radio s'est tue depuis 2013. Donc, ce qu'il convient aujourd'hui, c'est d'apurer ce plan social, de libérer le personnel, parce qu'il faut quand même le préciser. Pour un plan social évalué à 5 milliards et demi, donc en presque 6 milliards, on se rend compte que depuis, le personnel, les salaires versés au personnel d'Africa numéro 1 s'élèvent à 11 milliards. Donc, on est déjà quasiment au double de ce qu'on aurait dépensé en payant le plan social. Voilà, en appurant le plan social. Et donc, on a aussi des familles qui sont en souffrance parce que le salaire leur est versé tous les 4 mois. Et il fut un temps où ils ont même passé plusieurs mois sans salaire. Donc, notre stratégie à nous, c'est d'apurer le plan social, donc de payer les droits de tout le personnel et de garder Africa numéro 1 et de repartir sur un nouveau projet. Parce que le président de la République ne veut pas qu'Africa numéro 1 meure. Mais en l'état actuel, Africa numéro 1 a besoin d'être ressuscité. Parce que la technologie a changé.
on est passé de l'analogique au numérique. Donc, on ne peut plus utiliser les antennes. Du Nagra. On ne peut plus passer, micro, on ne peut plus voilà. se servir des infrastructures de Moabi. Hein, Africa numéro 1 émettant de Moabi, on avait les antennes et de Libreville au Gabon. De Libreville au Gabon. Je suis un pur produit d'Africa numéro 1 pour vous en parler avec aisance. C'est un endroit qui a formé des générations de journalistes qualifiés. Aujourd'hui, cette maison est morte et la seule chose que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui, Madame le ministre, et là je vais vous inviter à regarder la télé, directement la caméra, c'est parler à vos compatriotes qui vous regardent et qui attendent une solution à court terme. Vous êtes le fruit d'Africa numéro 1, mais je ne pense pas que vous le soyez plus que moi, parce que mon père a été chef du département comptabilité d'Africa numéro 1. Donc, c'est une radio qui me parle parce que j'ai grandi dans les couloirs d'Africa numéro 1. Donc, Africa numéro 1, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema veut qu'Africa numéro 1 revive. Mais nous allons retravailler le projet. Il faut d'abord libérer le personnel, quitte à le réembaucher pour ceux qu'on pourra réembaucher, mais au moins qu'on termine avec le plan social. Ça va se faire cette année ou pas? Nous avons demandé que cela soit inscrit dans la loi des finances pour que nous puissions terminer, clore le plan social d'Africa numéro 1 en rémunérant tout le monde. Ça, c'est l'une des inscriptions que nous avons demandées au budget de l'État pour terminer avec cette question, parce que nous n'allons pas la traîner encore pendant longtemps. Ça fait déjà près de 10 ans que ça dure. À un moment donné, il faut qu'on libère ce personnel. Certains ne peuvent pas aller retravailler ailleurs parce qu'ils sont encore en réalité sous contrat. Donc, il faut qu'on les libère, qu'on paye les droits de ceux qui sont même déjà partis à la retraite sans droit. Ce sont des vies humaines, ce sont des compatriotes qui sont morts, qui sont en souffrance. Leurs ayants droit recevront ce qui leur est dû. D'accord. Et l'on parle justement de cette subvention de l'État. Vous avez un média comme Gabon Première qui est le mastodonte, on va dire le major de tous les médias au Gabon. Mais vous avez à côté l'AGP, vous avez Radio Gabon. Bon, Gabon 24, c'est la dernière née de toutes les télévisions. Mais il y a que ces médias publics ne bénéficient pas réellement de subventions conséquentes pour l'investissement et pour promouvoir le talent, donc des plans de carrière qui soient véritablement construits, pensés et pourquoi pas implémentés. Qui pour répondre? À vous pour répondre. Nous sommes là depuis 2 mois. Nous avons trouvé des problèmes structurels. Et ces problèmes structurels, nous pensons y répondre. Mais n'oubliez pas que la transition est censée durer 2 à 3 ans. Donc nous ne pouvons pas, en si peu de temps, régler tous les problèmes structurels. Aujourd'hui, il y a besoin de recruter. Aujourd'hui, il y a besoin effectivement d'accroître la subvention. Parce qu'au-delà même d'accroître la subvention, l'un des problèmes que nous avons trouvé, c'est que cette subvention-là, même n'était pas versée en totalité à chaque entité sous tutelle. Lorsque je suis arrivée en septembre, Radio Gabon, par exemple, n'avait touché que 47% de sa subvention. Donc, non seulement la subvention est insuffisante, mais en plus, elle n'est même pas payée en totalité. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, le gouvernement de la transition, c'est déjà de payer en totalité les subventions qui vont être allouées à chacune de ces entités sous tutelle. Je pense qu'on a beaucoup parlé de communication, mais nous avons aussi le point du numérique. Oui, mais avant rapidement, on va le parce faire. Que je regarde l'heure. Le temps, il ne joue pas en notre faveur, mais il faut quand même parler des représentations provinciales, des médias audiovisuels, de l'utilité publique qui sont à l'abandon. Permettez que l'on se pose dessus. Quelle politique pour établir ces structures dont l'absence prive les populations de l'intérieur du pays du droit à l'information? La première chose que nous allons faire dès le début du mois de janvier, c'est d'aller en province. Nous irons visiter chacune de ces provinces. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'au titre de la loi des finances de 2024, nous avons obtenu des fonds pour réhabiliter les stations provinciales. Donc, certaines d'entre elles vont être réhabilitées. Peut-être pas toutes, mais nous avons inscrit la réhabilitation des stations provinciales dans nos objectifs pour le 2024 et nous avons obtenu ce financement au titre de la loi des finances 2024. Et l'AGP, parlons-en, l'AGP, qui doit être le fournisseur principal de l'information fiable au Gabon. L'AGP n'est pas restructurée, à quand une restructuration de l'AGP, l'agence de presse gabonaise? Alors, ce qui s'est passé, c'est que suite au dysfonctionnement auquel était confrontée l'AGP, notamment le manque de moyens, l'AGP a vu son rôle d'agencier être détourné et on a voulu traiter l'AGP comme un média. Parce que l'AGP aujourd'hui possède le journal Gabon Matin, ce qui fait de l'AGP finalement un média et ce qui la détourne de son rôle. Le rôle de l'AGP, c'est d'être une agence de presse. Et que fait une agence de presse? Une agence de presse, c'est elle qui va à la source, qui prend l'information, qui source l'information
l'information et de sorte que lorsqu'elle émet des dépêches, et ces dépêches sont récupérées ensuite par l'ensemble des autres médias. Et donc, quand une dépêche est signée d'une agence de presse, cette signature fait foi de la crédibilité de l'information disponible. Et donc, c'est dans ce rôle-là que nous allons ramener l'agence gabonaise de presse. Nous allons la ramener dans son rôle d'agencier. Et ça passe par certaines choses qu'il faut faire. Premièrement, c'est qu'il faut que l'AGP ait la primeur de l'information gouvernementale. Qu'on comprenne que l'information gouvernementale ne doit plus être donnée en priorité à des médias privés, mais on doit la donner en priorité à l'AGP, et c'est l'AGP qui la met à la disposition du monde entier, de tous ceux qui Mais justement, parlant de la priorité qu'on doit donner à l'AGP, je parle du gouvernement qui communique de façon un peu disparate. Alors, vous allez aller sur Gabon Première, votre collègue va aller sur Gabon 24, l'autre va s'adresser à l'AGP, un autre à l'Union, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ici, aujourd'hui, en tant que porte-parole du gouvernement, de centraliser l'information gouvernementale et de la distiller via, justement, l'AGP? Mais c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est prévu par la réforme, que l'on puisse se retrouver. En même temps, il y a une communication gouvernementale qui est rattachée au secrétariat général du gouvernement. Tout à fait. Et donc, c'est à ce niveau-là que l'information doit être centralisée et envoyée en priorité à l'agence gabonaise de presse qui, dans son rôle d'agencier, source l'information et la met à disposition des autres médias nationaux et internationaux. Et cette réforme de l'AGP, nous allons l'entreprendre, elle est prévue dans notre calendrier. Très bien. Dernier mot sur l'autre partie, nouvelle technologie de l'information. Madame, il y a que les réseaux sociaux sont le tribunal du Gabon. Si vous voulez salir Madame Dong, il suffit d'aller poster 2 minutes d'un live, on ne sait pas très bien pourquoi. À quand un encadrement? Parce que tout se dit, il y a des vies qui sont détruites au travers de ces posts, etc. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui seront mis en place à court terme pour permettre d'encadrer ce secteur? Il y a une loi au Gabon sur la protection de la vie privée. Il y a une loi au Gabon sur la protection de la vie privée. Il faut que les personnes qui se sentent victimes attaquées sur les réseaux sociaux enclenchent les mécanismes légaux. Moi, j'ai déposé plainte en France où je vivais. Je l'ai fait parce qu'à un moment donné, il faut que les gens soient capables de répondre de ce qu'ils disent devant la justice. Il y a des mécanismes légaux. Maintenant, on peut renforcer la loi pour protéger les citoyens de ces façons de faire qui sont définitivement malsaines. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, vous savez. Oui, le prompteur affiche 00. Vous avez donc un message à l'endroit de vos compatriotes qui vous regardent parlant de ce secteur tant critiqué. Il faudra désormais séparer le mot vin gras et l'ivraie pour que l'on arrive à quelque chose de plus potable, à une information sourcée, à une information collectée, sourcée, vérifiée, traitée et diffusée. Comment on fait pour arriver là, Madame le ministre, quand on sait qu'au Gabon, c'est plus de 1000 presses, on ne sait pas qui est derrière quoi, et là aussi la politique a joué longtemps sur ces médias-là. Comment on règle définitivement la question pour assainir le secteur de la communication au Gabon? Alors, régler définitivement la question, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est qu'il faut éduquer les populations pour que les populations soient capables elles-mêmes d'analyser l'information qui leur est donnée. Et ça, c'est un travail qui se fait à l'école, qui se fait dans les médias, parce que la crédulité et l'incrédulité sont les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire l'absence de réflexion. Nous ne pourrons pas empêcher aux uns et aux autres de faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux ou sur les médias sociaux. Mais ce que nous pouvons faire, c'est former nos enfants, former les jeunes, former les moins jeunes à pouvoir analyser une information, à se poser les bonnes questions avant d'accorder foi à ceux qui circulent sur les réseaux sociaux. Qui va former qui et dans quel laps de temps, rapidement? Ça, ne nous demandez pas, comme dit le président Oligui, de faire en 2 mois, en 3 ans, en 2 ans, ce qui n'a pas été fait en 14 ans ou en 60 ans. La question reste posée, madame. Il y a un travail, nous en parlerons dans le domaine, par exemple, du numérique. Très bien. Il y a un travail à faire à l'école, dans le primaire, dans le lycée. Au lycée, il y a un travail à faire à l'université. Il y a un travail que vous, les journalistes, vous devez faire. Que nous faisons à notre niveau. En mettant en place des émissions qui permettent de sensibiliser, des documentaires qui permettent d'éduquer, de former. Donc, c'est l'ensemble du pays. Une question transversale. C'est une question transversale qui doit être prise à bras le corps par tout le monde parce qu'il y va de l'unité nationale pour qu'ensemble, nous puissions connaître notre essor vers la félicité. Eh bien, c'est dit, voilà, membre du CTRI, membre du gouvernement, cette phrase est enfin sortie. Laurence Ndong, ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, était sur le plateau de Gabon 24. Il y a des choses qui sont faites dans ce secteur-là et à son niveau, avec son équipe, elle travaille à remettre les choses sur les rails.
et la bonne information dans les médias nationaux, internationaux. À partir du Gabon, il y aura désormais servi pour vous des informations fiables, sourcées, et ça vous le savez, grâce donc à une mobilisation et un certain nombre de mécanismes qui seront mis en place. Merci Madame le ministre d'être passée sur Gabon 24. J'espère que vous avez apprécié l'émission. C'est enfin notre essor vers la félicité, encore une fois, à toutes les familles sinistrées d'hier soir, de la soirée d'hier. Nous présentons, nous sommes à vos côtés et surtout, sincères condoléances à la famille de la personne disparue. Merci de nous avoir suivis et à vous de rester sur Gabon 24 car nos programmes, eux, se poursuivent.